Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lieux. Bonjour Sophie Cruz. Bonjour Alexandra. Alors vous êtes présidente d'Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. Vous allez nous expliquer la mission de cette belle agence qui est en charge de l'orientation en fait, des jeunes, c'est ça, et qui nous accueille dans vos locaux. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, première question Sophie, est-ce que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi être une femme engagée selon vous? Quand on est femme politique, au sens noble du terme, on est forcément engagé. Pour moi, le fait d'être engagé, c'est oser. Oser être ce que l'on est, oser, lorsqu'on a un engagement politique, défendre ses idées, défendre les valeurs auxquelles on croit, parfois sortir des sentiers battus. Et puis, même pour les femmes qui ne seraient pas engagées politiquement, c'est assumer ce que l'on est. Assumer de faire ce qu'on a envie de faire, assumer d'exercer le métier qu'on a envie d'exercer. Donc vous, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence régionale de l'orientation. Vous avez le sentiment que votre engagement, vous, il se traduit comment dans la vie quotidienne? Est-ce que vous avez l'impression d'apporter quelque chose? Est-ce que vous êtes engagé dans différents aspects, dans la vie politique, dans la vie associative, je ne sais pas. Comment ça se traduit? Et effectivement, c'est le sens de l'engagement, essayer d'apporter quelque part une plus-value à la société. Donc aujourd'hui, je préside Auvergne-Rhône-Alpes Orientation. La région a récupéré la compétence, en tout cas échelle de fil en matière d'orientation depuis la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Et le Conseil régional a choisi de mettre en place une agence de manière à être beaucoup plus flexible pour gérer toutes ces thématiques d'orientation, et ça nous permettait aussi d'intégrer des acteurs de l'orientation comme les entreprises, l'éducation nationale, parce que dans ce domaine-là, on ne peut pas agir tout seul. Donc l'objectif de Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, c'est de donner des outils aux jeunes pour mieux choisir leur orientation. Souvent, nos jeunes sont un peu perdus, ne savent pas quel métier choisir, et donc c'est leur fournir ces outils. On a par exemple mis en place le bus de l'orientation, qui a un grand succès, qui est un bus aménagé avec de la réalité virtuelle. Nous allons dans les lycées, dans les collèges de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes pour montrer aux jeunes l'ensemble des panels des métiers qui existent. Et puis également, c'est les orienter vers bien évidemment des métiers qui recrutent. Lorsqu'on est en relation aujourd'hui avec les entreprises, on observe que le premier point dont il parle, c'est la problématique du recrutement. Et donc, c'est orienter les jeunes vers des métiers qui recrutent, vers des métiers que peut-être ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on a besoin de personnel dans l'industrie. L'industrie a souvent une image négative. Or, aujourd'hui, il y a de très bons métiers dans l'industrie. Et donc, c'est mettre en relation l'orientation des jeunes et les besoins des entreprises. Alors justement, quand on parle d'orientation, on s'interroge aussi beaucoup au fait que les filles et les jeunes filles aujourd'hui ne partent pas dans certaines filières. Il y a des filières où elles sont moins représentées. Est-ce que c'est le rôle de l'agence justement d'essayer de changer un petit peu la donne sur ces sujets? Est-ce qu'on l'appréhende? Tout à fait. C'est une de nos missions. Un des métiers, bien évidemment, qui recrute aujourd'hui, c'est le numérique. C'est un métier, puisque le numérique est présent dans l'ensemble des métiers aujourd'hui. Et on se rend compte que les filles vont très peu vers ces métiers-là. Et nous, notre objectif, à travers le bus d'orientation, c'est une mission d'information, c'est de leur dire que même quand on est une femme, on peut aller vers ce type de métier. On a ouvert, il y a quelques jours, une nouvelle école sur le campus du numérique à Charbonnières, qui s'appelle l'école TUMO, qui est réservée... oui, c'est ce que c'est, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que TUMO, on ne sait pas tout ce que ça veut dire. En fait, TUMO est une école qui nous vient d'Arménie, puisque des Arméniens qui ont voyagé, qui ont vécu un peu partout dans le monde, ont inventé ce concept éducatif qui permet aux jeunes de se former en autonomie, en dehors de leurs horaires scolaires. Donc c'est du parascolaire, c'est gratuit pour les jeunes de 12 à 18 ans, et ça permet de les former de les initier en tout cas à un éventail d'activités qui intègrent le numérique. Alors, il y a bien évidemment du codage, de la robotique, mais pas simplement des activités scientifiques. On se rend compte qu'il y a du numérique dans le cinéma, dans le graphisme, dans le dessin, dans la musique. Et donc, on initie
les jeunes dans cette école aux métiers du numérique, que ce soit des métiers plus scientifiques ou des métiers à composante artistique. Donc c'est un peu une pédagogie un peu innovante, non? C'est une pédagogie totalement innovante puisque les jeunes sont en autonomie, avec un formateur pour une trentaine de jeunes, et c'est donc un logiciel qui permet de développer des compétences dans un domaine, mais de manière très, très ludique. Et vous avez le sentiment que pardon, je t'ai interrompu. Pour en revenir à votre question, c'est parce qu'on intègre les femmes. Et donc, justement, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait autant de filles que de garçons qui viennent dans cette école. Et donc, on a des démarches proactives dans les collèges, dans les lycées, pour justement amener les filles vers ce type de formation. Alors justement, ça veut dire que les femmes, aujourd'hui, elles ne sont pas présentes dans tous les secteurs d'activité à l'égal, en tous les cas, des hommes. Est-ce que vous avez le sentiment, au regard de votre parcours professionnel et de votre regard au sein de cette agence, que les femmes manquent de quelque chose pour réussir? Peut-être de confiance en elles. Ouais. Parce que ce qui manque peut-être à certaines femmes, c'est la confiance en elles, parce qu'on a autant de compétences que les hommes pour réussir. On constate quand même qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, il y a déjà de plus en plus de femmes mères, il y a de plus en plus de femmes dans le monde politique. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui sont chefs d'entreprise. Et je pense que c'est certainement... Elles se mettent des freins, les femmes, peut-être? Oui, et puis aussi c'est la vie active d'une femme, le fait que même si aujourd'hui les choses se font beaucoup, mais une femme a en charge sa famille aussi, elle y consacre beaucoup de temps et ça peut être aussi un frein. Alors il faut s'occuper de sa famille bien évidemment et on essaie de tout concilier au mieux, mais c'est souvent très compliqué. Moi, je vois que l'engagement en politique, les réunions, c'est souvent le soir. Et je me souviens que lorsque j'étais adjointe à Sainte-Foy-les-Lyons, parce que j'étais adjointe auparavant à Sainte-Foy-les-Lyons, on avait fait modifier les horaires de réunion parce que c'était souvent 18-20 heures. On avait expliqué à ces messieurs que 18-20 heures, c'était un peu compliqué quand on était mère de famille et qu'on avait encore des enfants en bas âge. Mais qu'on pouvait y consacrer notre soirée, donc on avait décalé les réunions à 20 heures parce que ça nous laissait le temps de voir les devoirs, de faire manger les enfants et ensuite d'entamer une réunion. Bien sûr, pas trop chaud du soir. Ça veut dire qu'on peut s'organiser. On peut s'organiser différemment pour permettre aux femmes justement d'accéder à ces fonctions. Alors, aux origines de votre engagement, parce que vous avez occupé plusieurs mandats, vous êtes conseillère régionale aujourd'hui. Aux origines de votre engagement, c'était quoi? Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grand? C'était quoi votre moteur dans votre enfance? Alors, de mon enfance, je voulais être archéologue. Ah, ok, d'accord. Et j'ai toujours été passionnée d'histoire. Et voilà, donc, le premier métier que je souhaitais faire, c'était archéologue. D'accord. Et en gros, j'ai toujours été intéressée par la chose publique. Je me souviens qu'à l'adolescence, j'écoutais beaucoup les débats télévisés. À l'époque, c'était l'heure de vérité. Et, ça m'a toujours beaucoup intéressée, mais je ne suis pas issue d'une famille qui est engagée politiquement. Et on en parlait pas plus que ça à la maison, mais c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Donc ensuite, j'ai fait des études de sciences politiques, puisque je suis diplômée de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, mais je ne concevais pas de m'engager politiquement sans avoir une expérience professionnelle. Et donc, je suis partie travailler en entreprise dans un premier temps. Et la politique m'est tombée un peu dessus par hasard. J'avais un engagement associatif dans ma commune. J'étais présidente de l'OGEC, de l'école de ma commune. Et en 2008, lorsqu'il a fallu instaurer la parité dans les exécutifs communaux, le maire de ma commune était allé voir dans les associations, rechercher des présidents d'associations qui seraient intéressés pour un mandat municipal. Et au départ, on nous dit, tu verras, ça va te prendre 2 après-midi par semaine, c'est sympa, tu vas rencontrer du monde. On se dit, oui, c'est une nouvelle expérience, pourquoi pas, c'est le moment. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais j'ai pas cherché à être élue, on est venu me chercher et je me suis dit pourquoi pas. Ça veut dire quand même qu'aux origines de votre engagement, il y avait quand même une démarche associative, c'est-à-dire que vous vous êtes impliqué dans la vie de l'école. Ça dénote quand même un tempérament. Oui, j'ai toujours été impliquée. J'ai été déléguée de classe pendant 5 ans. Ah, d'accord. J'ai plutôt un tempérament à m'engager et je me suis pris une association lorsque j'étais étudiante. C'est étonnant parce que j'ai un caractère plutôt, quand on ne me connaît pas, fermé, plutôt réservé.
Mais j'aime beaucoup aller vers les autres, j'aime beaucoup l'inconnu et la politique permet de rencontrer des gens avec des personnalités très diverses, venus de mondes totalement différents. C'est ce qui fait la richesse de la fonction, outre les projets qu'on fait aboutir. Oui, puis peut-être une certaine forme de curiosité quand même, parce que de s'engager comme ça dans différents aspects, que ce soit délégué de classe ou dans des associations, ça veut dire aussi qu'on va vers l'autre, mais on a envie de connaître et d'apprendre des choses. Tout à fait. Oui. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime en apprendre tous les jours, même aujourd'hui. J'aime lire, j'aime m'intéresser à l'actualité, j'aime m'intéresser à ce qui se passe autour de moi. Donc, vous vous engagez dans l'école de vos enfants, j'imagine. Ensuite, vous êtes un petit peu repéré par le maire de Saint-Paul-et-Lyon. Vous commencez sur un premier mandat. Oui. Et après, vous allez continuer cet engagement. Oui, tout à fait. J'ai été maire adjointe en charge des ressources humaines et de l'économie. Okay. J'avais une première vie qu'on n'a pas évoquée, mais dans le monde de l'entreprise, puisque j'ai travaillé à l'international, j'étais directeur administratif et financier d'une société de communication. Naturellement, on m'a demandé de m'occuper de ressources humaines et d'économie. Déjà en 2010, lors des élections régionales, on m'avait demandé de figurer sur la liste. Je l'ai sur la liste pour les régionales derrière Françoise Grossetête. D'accord. J'ai raté l'élection à quelques places. J'étais bien placée, mais pas assez. On n'avait pas remporté cette élection. Et donc en 2015, naturellement, Laurent Wauquiez m'a redemandé de figurer sur la liste régionale. C'est comme ça que je suis devenue conseillère régionale depuis 2015. Ça veut dire que pour s'engager en politique, il ne faut pas avoir peur de l'échec, il ne faut pas avoir peur de rater, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis bien placée. Non, il faut. En fait, on défend des idées auxquelles on croit. L'échec fait partie de la vie politique. Et au contraire, on grandit dans. C'est peut-être une palissade, mais on grandit dans l'échec, on en tire des leçons. Et mon engagement va s'inscrire parce qu'on perd aussi. Si on n'est pas engagé, on n'a pas de conviction. Si on ne recommence pas, si on ne remet pas le pied à l'étrier, c'est qu'on manque de conviction. Moi, je défends des idées auxquelles je crois viscéralement. Les électeurs me font confiance, ou ne me font pas confiance, mais c'est pas parce qu'à un moment donné, à un instant T, on aura préféré un autre candidat que moi, je ne vais pas continuer à défendre ces idées auxquelles je crois profondément. Oui, alors j'imagine qu'il faut surtout bien connaître son territoire, bien connaître ses dossiers. Est-ce que c'est compliqué, est-ce que vous avez le sentiment que c'est compliqué pour une femme de réussir dans la vie publique, dans la vie politique? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'on fait des places facilement aux femmes? Est-ce qu'on ne fait pas plus de cadeaux aux femmes qu'aux hommes? C'est quoi? On ne fait pas plus de cadeaux. On ne fait pas plus de cadeaux aux femmes qu'aux hommes. La parité, oui, moi j'étais plutôt contre la parité parce que j'estimais qu'on était compétent, on n'était pas compétent et on accédait à un poste où on n'y accédait pas. Mais il est vrai que la parité a permis aux femmes d'accéder à des postes de direction à responsabilité. Et je pense qu'on y serait jamais. Vous voyez, moi on est venu me chercher en 2008 parce qu'il fallait des femmes dans les exécutifs. Donc, on a un peu forcé l'entrée. Mais aujourd'hui, on est là, les femmes sont de plus en plus présentes et je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre hommes et femmes, mais on est complémentaires. On a peut-être une façon différente d'aborder les dossiers, on est peut-être plus pragmatique, on va peut-être plus à l'essentiel, mais c'est des généralités et il y a aussi des hommes pragmatiques. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous confie des responsabilités facilement? Ou est-ce qu'il faut se battre pour en avoir, pour en obtenir? Je pense que quand on travaille, que le travail est reconnu. Aujourd'hui, moi, si je suis aujourd'hui à la tête de l'Agence régionale de l'orientation, c'est parce que pendant tout un mandat, je me suis beaucoup investie dans les thématiques d'orientation, d'éducation. J'étais déjà référente sur le territoire du Rhône de l'apprentissage. Donc, à partir du moment où on montre qu'on a envie, je pense qu'on peut accéder à des postes. Mais il faut travailler aussi. Il faut une très forte présence aussi sur le terrain et un fort investissement, effectivement. Alors là, vous avez pris de nouvelles responsabilités au sein de cette agence. Est-ce que c'est facile de changer comme ça de mandat? Est-ce que ça nécessite un investissement particulier? Ça nécessite un investissement supplémentaire parce que je suis toujours conseillère régionale.
Je suis toujours élue dans le département du Rhône et plus particulièrement attachée au territoire des Monts, Vallon du Lyonnais, Vallée du Garonne. Donc ça, ce mandat, je le garde. J'étais présidente de la commission d'appel d'offres, je reste présidente de la commission d'appel d'offres. Donc j'ai un petit étage supplémentaire qui est venu s'ajouter, mais la mission est passionnante et puis je donne aussi quelques cours en parallèle et transmettre aux jeunes, construire notre société pour nos enfants, pour les jeunes et se dire qu'on apporte aussi sa pierre à l'édifice, c'est très gratifiant également. Au long de vos parcours, est-ce que vous avez été aidé, accompagné plutôt par les hommes, par des femmes? Est-ce qu'il y a des gens qui ont structuré votre parcours professionnel et votre engagement politique? Je vais revenir à la base et à l'essentiel. J'avais une maman qui avait un très fort caractère, qui a travaillé à une époque où les femmes ne travaillaient pas forcément, qui a divorcé à une époque où ça ne se faisait pas du tout. Et pour moi, elle a été vraiment un modèle dans le caractère, dans la combativité. Elle a vraiment été un modèle. Ensuite, on a nos formateurs. Donc, je me souviens de deux profs d'histoire géo qui ont sans doute aiguisé mon appétit pour la chose publique, l'une au collège, l'autre au lycée. Et puis après, dans l'engagement politique, j'ai travaillé avec Gilles Assy, qui était premier adjoint à Sainte-Foy-les-Lyons et avec qui j'ai beaucoup appris. Mais qui vous a encouragé, qui vous a motivé? Oui, qui m'a encouragé, effectivement, motivé pour continuer. Est-ce qu'on doute quand on est élu, quand on est une femme élue? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on se dit, tiens, ça, j'y arriverai pas, ou ça, il faut plutôt que je fasse comme ça? Enfin, comment on structure les choses? On a forcément des doutes, mais comme dans la vie, de tous les jours, il y a un moment, effectivement, où on se dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais après, ça dépend du caractère de chacun. Enfin, moi, j'ai un caractère plutôt combatif. C'est dans l'adversité qu'on est le meilleur. Et faut être tenace. Il faut être tenace, effectivement. Mais avec du travail, on arrive à beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a du travail derrière, de la compétence. Aujourd'hui, donc vous êtes plutôt dans l'accompagnement des jeunes, vous l'avez dit. Comment on peut arriver à faire en sorte que les femmes s'engagent plus dans le débat public? Est-ce que vous vous posez cette question sur la question de l'orientation? C'est-à-dire est-ce qu'il y a des leviers pour leur donner davantage confiance en elles? Est-ce qu'il faut travailler sur les compétences? Est-ce qu'il faut travailler sur le savoir-être? Comment vous imaginez ces choses? Alors effectivement, le savoir-être, c'est une problématique aujourd'hui, mais pas simplement pour les femmes. Pas que pour les femmes, c'est pour l'ensemble des jeunes. Je n'aime pas traiter le problème simplement sous l'angle des femmes. Pourquoi? On a face à nous des jeunes. Il y a des jeunes garçons qui manquent aussi de confiance en eux. Et donc, on traite le problème de façon globale. Mais effectivement, on l'évoquait tout à l'heure pour les métiers du numérique, on va faire en sorte que ouvrir les yeux de jeunes femmes, leur dire que bien, faut aussi, c'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas accéder à tel ou tel métier. Aujourd'hui, il y a plus de barrières, on peut se former tout au long de la vie. Vous trouvez qu'il y a plus de barrières aujourd'hui? Vous pensez que c'est vrai? Qu'il n'y a plus de barrières pour aller dans une carrière plutôt qu'une autre? Après, ça dépend ça dépend encore une fois des individus, mais aujourd'hui, il y a des femmes peintres, il y a des femmes électriciens, je suis beaucoup dans des écoles de formation. Alors effectivement, les hommes sont majoritaires dans ce type de métier, mais on voit aussi des jeunes filles qui vont vers des métiers qui étaient plutôt fléchés comme des métiers masculins. Après, c'est comme dans la vie courante, on fait face au machisme, et ce qu'il faut, c'est que les femmes aient confiance en elles. Et nous, on doit leur donner des outils pour qu'elles aient... Ça passe aussi par l'orientation. Tout à fait. Et alors, si vous aviez, vous, la possibilité de prendre une mesure très concrète pour permettre aux femmes de plus s'engager dans le débat public, vous feriez quoi? Vous mettriez quoi en place? Eh bien, on a souvent pour habitude de rajouter des mesures aux mesures. Or, on a beaucoup de mesures qui existent déjà. Et moi, je crois que déjà, si on respectait la loi telle qu'elle existe, ce serait déjà un pas en avant. Les femmes, normalement, il y a une parité. Donc, à
dans les exécutifs, la parité existe, mais c'est faire en sorte que les femmes ne soient pas cantonnées aux affaires sociales ou aux affaires scolaires. Elles peuvent s'occuper d'urbanisme, elles peuvent s'occuper de finances. Elles doivent s'occuper. Et elles doivent. C'est faire en sorte qu'il y ait une égalité salariale. L'égalité salariale est inscrite dans la loi, c'est pas forcément le cas dans les entreprises. Donc c'est travailler dans ce sens. Et si on sort du cadre politique, il faut être intransigeant et on parle aujourd'hui beaucoup de violences faites aux femmes, tout type de violence. Il faut que la sanction soit exemplaire dans ces cas-là, il faut que les sanctions soient exécutées. Et à partir du moment où, si déjà on exécutait les lois qui existaient, je pense qu'on ferait un grand pas. Donc pour vous, c'est vraiment, en tout cas, se conforter à l'arsenal législatif qui existe. Il y a des outils qui sont efficaces, il faut juste le faire respecter. Tout à fait. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ce matin pour ce café. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous invite à la semaine prochaine à nous retrouver pour un nouveau Café des Lionnes. Merci beaucoup.